Donc la revue des doctorants en langue, lettres, arts et sciences humaines, les chantiers de la création, d'Aix-Marseille Université, propose chaque année une journée d'études durant laquelle des doctorants font une communication sur un thème particulier. Cette année, nous avons eu une journée d'études sur le thème Mondes et cartes. Et dans un second temps, notre revue propose également un entretien spécial avec une personnalité du monde culturel de la région. Cette année, pour le 10e anniversaire de la revue, nous avons obtenu l'immense plaisir d'avoir un entretien avec Macha Makeyev, qui est directrice de la Criée, et qui va nous présenter son travail de création sur la fuite de Bulgakov, qu'elle présentera à l'automne 2017. Cet entretien aura pour thématique l'adaptation de la mise en scène La Fuite de Mikhail Bulgakov, qui aura lieu au Théâtre de la Criée du 6 au 20 octobre 2017. Écrite en 1926, l'histoire de la fuite se déroule à la fin de la guerre civile russe, après le coup d'État bolchevique, lors de la fuite de ceux que l'on appelle les Russes blancs. Vers la Crimée, Sébastopol, Constantinople, puis Paris, l'histoire se raconte en 8 songes fantastiques. Il est question de rêves hallucinés, de cauchemars, d'errance, de trahison, de folie, d'amour. Pourquoi cette pièce, La fuite de Bulgakov? Et surtout, pourquoi maintenant? Alors, il y a beaucoup de travail et beaucoup de hasard. C'est-à-dire que j'avais envie de lire le théâtre de Bulgakov, pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Et donc j'ai lu toutes ces pièces et je revenais sans arrêt à ce texte-là que je ne comprenais pas très bien ou que je ne voulais pas très bien comprendre, qui à la première lecture est complexe parce que ce sont des rêves, parce qu'il faut être au fait de la chose historique. Et puis petit à petit j'ai compris pourquoi, mais pas tout de suite, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Et j'ai compris j'ai compris que ce moment historique 1920-21, c'était aussi dans l'histoire du monde un moment très important, que ça résonnait aujourd'hui parce qu'il était question d'exil, et que ça résonnait dans ma vie parce que cet exil-là, c'est l'exact chemin, l'exact moment que mes grands-parents ont connu. Ils sont arrivés en France en 21, ayant fait le même chemin, à part qu'ils ont fait une petite boucle par Lemnos en plus, mais ils ont quitté le sud de la Russie pour se retrouver en Crimée, à Sébastopol, puis à Constantinople, puis à Paris. Certains d'entre les Russes blancs sont retournés en Russie parce qu'ils n'ont pas supporté l'exil, et d'autres sont restés. Voilà. Et moi, je suis la descendante de ceux qui sont restés. Et il se trouve que quand j'étais toute petite fille, j'ai été placée chez mes grands-parents, au hasard, c'était les aléas de la famille. Je me suis retrouvée à 6 ans chez eux et parmi eux, chez mes grands-parents, mais aussi parmi les Russes blancs que j'ai beaucoup aimés, qui étaient des gens décalés, j'en avais déjà conscience, qui parlaient deux langues, qui arrivaient comme d'un monde ancien qui avait disparu et qu'ils évoquaient très souvent. Alors quand j'ai lu ce texte, j'ai vu qu'il était fait de 8 songes et qu'après tout, quand j'étais petite fille, la Russie m'apparaissait, ce qu'il en restait, m'apparaissait aussi comme des rêves, des fragments, des bouts. Je ne savais pas tout, mais j'attrapais des souvenirs. Et j'ai trouvé que ce que racontait Bulgakov et la façon dont il disait les choses, c'était tellement vrai dans la perception que l'on a de ce qui nous est transmis. Voilà. Et puis après, pourquoi? Parce que c'est une comédie et que moi, mon goût va vers ce rythme-là et cette humeur-là. Mais c'est une comédie sur un fond historique extrêmement tragique, mais où la fantaisie, l'insolence de cet artiste, qui est un artiste empêché, comme vous savez, de son vivant, il ne verra jamais la fuite monter. Elle ne sera même pas publiée de son vivant, puisque l'époque stalinienne empêche ces artistes-là, les muselle complètement. Donc ça lui donne justement un surcroît d'insolence et de fantaisie pour dire des choses très importantes. Et des choses qui aujourd'hui résonnent encore, parce que sur la Méditerranée, tous les jours, on retrouve des gens et quelquefois ils n'arrivent pas jusqu'à nos côtes, ils disparaissent. Et donc, qu'est-ce que c'est l'exil? Et c'est aussi la métaphore, l'exil, c'est quelque chose qu'on vit dans son corps très physiquement, et Bulgakov était médecin, donc il parle vraiment du corps des gens. Et en même temps, l'exil, qu'est-ce que c'est quand on est un artiste, l'exil? On déplace un artiste, qu'est-ce qu'il en reste? Et ça le préoccupait beaucoup, puisque lui voulait partir. Il voulait quitter cette Union soviétique. Donc il s'est posé tout le temps cette question. Il était hanté par ça. Je veux partir. Et en même temps, si je suis ailleurs, comment j'existe comme artiste?
Là, récemment, je suis allée à une conférence de Pavlinsky, qui vient donc de s'exiler en France, ce grand artiste russe. Et on sent déjà aussi un peu ce mélange de puissance et de détresse, au fond, de l'artiste déplacé. Soit on est empêché dans son propre pays, pour les Russes, soit on est déplacé, on est en exil, et il y a un problème d'identité qui s'ouvre devant soi. Donc il y a tout ça chez Bulgakov. Et en même temps, il écrit La fuite directement pour la scène, il écrit La fuite en même temps que Le Maître et Marguerite, son œuvre ultime. Donc il est hanté par le songe, le rêve, les mauvais rêves, même en russe, c'est mauvais rêves. Et ça le dédouane, le rêve. Il peut dire tout ce qu'il veut, il dit « mais c'est un rêve, c'est pas la réalité, je ne vous parle pas de choses réelles ». Et en même temps, du coup, il a accès à une vérité incroyable. Et en même temps, montrer le rêve au théâtre, c'est une gageure. Mais enfin, il nous donne quelques clés quand même. Et puis, c'est un dramaturge génial. C'est comme Shostakovich. C'est monté comme ça. C'est tout à fait composé. Il n'y a rien de hasardeux là-dedans. D'un songe à l'autre, ça résonne. Des éléments qui circulent, le langage. Des personnages jouent en couleurs absolument splendides. Et plastiquement, c'est formidable parce que moi, j'ai essayé de lui répondre aussi et de répondre à cette esthétique par des échos. Des objets vont se déplacer tout le temps parce que les exilés, ils emportent des choses et puis ils en abandonnent. Et chaque fois, il faut choisir, est-ce que je prends ce sac-là, est-ce que je prends cet objet-là? Si j'emporte ma lampe, je ne peux pas emporter mon deuxième manteau. Et au fond, c'est ça qu'il raconte tout le temps. Et dans l'exil, mais aussi dans la chose artistique, c'est tout le temps un déplacement où si vous dites une chose, vous ne pouvez pas forcément dire l'autre. Et voilà, c'est très très riche en fait. Et puis j'adore cette humeur, au fond, de comédie grinçante, insolente. Voilà. Nous avons lu donc votre dossier de presse sur la fuite aussi, et vous parlez donc de votre grand-mère, Olga. Et on voulait savoir du coup, à partir du transfert de la mémoire familiale, comment votre histoire personnelle est-elle réinvestie dans la création de la pièce? Elle est investie dans cette pièce, mais elle est investie depuis très longtemps en fait. Vous savez, au début, on ne s'en aperçoit pas, on pense qu'on invente des choses, et puis on se rend compte qu'on fait partie d'une grande tradition qui était là depuis des siècles. Et puis on pense qu'on trouve des choses comme ça, des expressions, et puis le temps passant, et on prend un peu de recul et on se dit « mais oui, mais c'était déjà là quand j'avais 6 ans ». Et je pense que votre question est pleine de sens parce que c'est précisément là que ça se situe. Je pense que j'ai commencé à ramasser beaucoup d'objets très, très, très petits, très tôt. J'ai commencé à faire des spectacles avec ces objets-là. J'ai même rêvé d'un théâtre sans acteurs. Et je commence toujours par là maintenant, même quand c'est du théâtre de répertoire. Je commence toujours par ramasser des choses. Et c'est un peu pour consoler le monde, ou c'est un peu pour consoler ceux qui ont abandonné ces choses-là. Et ces choses ont été abandonnées, pourquoi, pour qui? Il y a toujours un questionnement sur le destin de ces objets. Le destin des objets, c'est le destin des gens. Il n'y a rien de plus humain qu'un objet, au fond. Surtout pour peu qu'il soit un peu cabossé, usé. Il contient de l'humain. Donc j'ai toujours ramassé. Oui, c'était un peu comme une vaste consolation. Et c'est vrai que c'est une façon de travailler. C'est devenu presque une méthode au fur et à mesure des années passant et des spectacles. Voilà, il s'ensuit une espèce de rituel qui commence par les choses, les objets, les couleurs, les fragments de costumes. La rêverie commence comme ça. Donc évidemment que ça a à voir, oui, avec l'enfance, avec le récit de l'enfance, avec ce que j'ai entendu de ce monde qui s'était fracassé, de ce qui était resté derrière eux et qui hantait les Russes blancs. Voilà, moi j'ai toujours vécu là-dedans et je crois que c'est un héritage qu'ils m'ont fait d'abord à mon insu et puis maintenant dont j'ai plus conscience mais qui ne change absolument rien au rituel. Vous donnez beaucoup d'âme aux objets que vous présentez sur scène en général. Et on a l'impression qu'ils parlent presque plus, si ce n'est autant ou moins que les acteurs, les comédiens. Et ce que nous voudrions savoir, c'est comment ils interviennent, eux, les objets, dans votre travail de création. Ils sont là dès le début. Vous voyez, par exemple, là, il y a une espèce dans la fabrique. Ici, avec Margot, on a rassemblé les objets qui vont partir parce qu'il va y avoir un workshop la semaine prochaine
Donc on va descendre tous ces accessoires, les prendre, et je vais tout de suite les proposer aux acteurs. Je vais les mettre évidemment dans un espace qu'on va dessiner seulement, et puis je vais les mettre tout de suite en contact avec ces objets, parce que pour moi, ils racontent déjà l'histoire. J'ai bien idée de ce qu'ils vont devenir à tel endroit, etc. Mais ça va être des partenaires de jeu. Alors, il y en a qui vont être agaçants, il y en a qui vont être gênants, il y en a au contraire qui vont être séduisants, il y a des acteurs qui vont s'en emparer, d'autres qui ont horreur de ça. Donc, forcément, il y a plein de choses qui vont commencer à exister. Et comme il se trouve que dans cette histoire particulièrement, il est question de ça, qu'est-ce qu'on emporte, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, et qu'est-ce qu'on laisse aux autres qui peuvent le détruire en arrivant, c'est toujours une problématique folle, ça. Vous voyez, vous laissez vos effets personnels, vous savez que ceux qui arrivent vont peut-être s'en emparer, dans le meilleur des cas, mais peut-être les détruire, peut-être les détourner. Et donc voilà, je vais les mettre tout de suite en contact, les acteurs, avec ces objets qui vont se mettre à faire partie de l'histoire, mais qui les ont précédés. Ils vont bien sentir, les acteurs, que les objets sont déjà dans l'histoire. Parce que dans l'adaptation que j'ai faite, ils ont déjà leur histoire. Hein. Ils sont là, ils sont situés. Donc, ce ne sont pas des accessoires, ce sont vraiment... Non, le nom, on le garde, ce nom-là, parce que c'est le nom de la tradition du théâtre. Mais je trouve que ça ne convient pas très bien, parce que je les trouve accessoires. Oui, ils sont attachés à, mais c'est vraiment des partenaires de jeu. Donc là, vous êtes à 3 mois de la création à Marseille. À cet stade, avez-vous déjà choisi vos comédiens? Avez-vous planté le décor de la pièce? Que pouvez-vous nous en dire sur les étapes du travail? Alors, c'est une affaire qui a commencé il y a plus d'1 an quand même. Hein. Déjà, choisir la pièce, la lire. Il y a tout le travail d'adaptation, parce qu'il y a un texte littéraire qui m'est confié, ou du moins que je prends, dont je m'empare. Et j'ai le plus grand respect pour l'aspect littéraire de Bulgakov, qui est un immense écrivain, vraiment. Mais il est lui-même un homme de théâtre, il était au Théâtre d'Art de Moscou, donc il sait très bien ce que c'est, il a été à la fois assistant metteur en scène, il jouait, il sait très bien ce que c'est, donc je pense qu'il nous autorise à beaucoup de choses. Voilà. Donc il a fallu travailler cette adaptation en pensant déjà à certains acteurs que je savais être dans la troupe déjà, et puis après il a fallu enrichir la troupe d'autres acteurs. En même temps, écrire une adaptation, quand vous connaissez la voix de certains, c'est absolument un luxe absolu, c'est un bonheur. Parce que même quand vous travaillez telle ou telle réplique, vous savez que, moi je vois Thomas Maurice, qui est vraiment un acteur qui m'est très proche, je vois déjà le geste qu'il va faire, vous voyez, la respiration, la façon dont il va réagir, il va chercher très vite un objet, une chaise. Donc c'est complètement enrichissant de travailler avec une amorce de troupe. Donc cette affaire a plus d'1 an déjà. Moi je commence toujours par le décor, c'est-à-dire la boîte à jeux, c'est-à-dire l'espace dans lequel on va jouer avec justement les accessoires il y en a déjà qui étaient là. Je ne savais pas qu'ils seraient dans la fuite, mais c'était déjà ici. Je savais bien qu'ils allaient jouer tôt ou tard. Et je dis, toi, hop, ça c'est pour la fuite, ça c'est pour la fuite, ça c'est pour la fuite. Après je travaille aussi très vite avec Jean Bellorini qui va faire les lumières, parce que c'est comme ça d'abord, et puis surtout parce que là il est question de rêve, et que le rêve qui dit le rêve dit la nuit, donc qui dit la nuit dit forcément la lumière, et donc avec Jean on a parlé très tôt de la mécanique de la lumière d'un songe à l'autre, des intersonges, etc. Il y a très longtemps déjà qu'on a parlé ensemble, et on a une conversation qui continue. Très vite avec Claudine Crollan, qui est mon assistante pour les costumes, et qui est aussi la personne qui fait l'atelier concrètement, qui coud les choses, qui les coupe. Très vite, je lui ai parlé aussi d'une capote militaire que j'ai trouvée, d'un manteau, de choses qu'on avait récupérées déjà, de choses aussi qui étaient dans Karamazov, que j'ai repris, qui n'ont pas joué dans Karamazov, donc j'ai récupéré. C'est un travail sur 1 an, mais il y a des étapes incontournables qui sont le rendu des plans du décor sur lesquels travaille Margot, hein, qui fait ça sur ordinateur. On rend ça à l'atelier, il y a une étude de faisabilité, il y a un devis qui est fait avec plusieurs ateliers. Bon, ça y est, tout ça est fait, tout ça a été rendu. Maintenant, avec Margot, on s'est rendu déjà à l'atelier. On a vu, avec le régisseur général aussi, on a vu le décor en train d'être construit. On a pu apprécier combien c'était bien fait. On a vu les volumes en vrai. Entre-temps, on avait fait ce qu'on appelle une Bauprobe. Une Bauprobe, c'est vraiment un leurre sur le plateau, dans les vraies conditions du théâtre, mais avec du faux.
C'est-à-dire ici, mes régisseurs qui sont magnifiques ont fabriqué avec de briques et de broc, mais le décor dans ses volumes. Et on a vu, comme c'est un décor très mouvant, on a fait tous les mouvements pour voir si ça marchait, si ça passait sous les perches, si c'était crédible, etc. On a vérifié les choses. Si bien qu'après, on a pu le faire construire. Maintenant, il est en train d'être construit au TNP à Lyon, à l'atelier. On y est allé, on va y retourner parce qu'avec les peintres Charlie et Ronan, que je connais depuis très longtemps, qui sont absolument formidables, ils ont fait des échantillons de couleurs. Et ça y est, ils vont peindre ce sont 2 verrières, ils vont peindre nos verrières. Et on va retourner, on va affiner jusqu'à ce que le décor soit fini. Quand le décor sera fini, on va pouvoir répéter, on va qu'une partie du décor en juillet. Et quand on sera sur le plateau en septembre, sur le plateau de la Criée, on aura le décor entier. Et les acteurs répéteront avec le vrai décor entier, dans les vraies couleurs, avec tous les accessoires et déjà une partie des costumes. Si bien qu'il y aura une imprégnation, une familiarité. Les costumes n'arrivent pas 3 jours avant, ils ne découvrent pas le décor une semaine avant, pas du tout, il faut qu'ils soient chez eux. Vous savez, les acteurs, ce sont des inventeurs, mais ce sont des inventeurs si on ne leur demande pas si on leur donne les moyens de la concentration. Donc s'ils arrivent dans une boîte qui est déjà faite, bien dessinée, avec plein de projets dedans, d'itinéraires, de places, de choses comme ça, ils vont se concentrer sur l'invention de leur rôle. Ils ne seront pas inquiets par des choses à mettre en place. Donc voilà, c'est une méthode de travail que j'ai depuis longtemps, à laquelle je tiens beaucoup, qui est assez contraignante au départ, avec comme vous dites, des étapes qui sont toujours les mêmes et qui sont très exigeantes, mais qui nous permettent après de répéter dans de très bonnes conditions. Tout à l'heure, vous parliez de justement cette pièce qui est construite en songe et donc aussi en flottement. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de flottements d'identité, des errances dans la pièce, des personnages qui changent de sexe, même des métamorphoses directement. Et comment est-ce que vous pensez montrer tout ça, toutes ces transformations, ces trahisons aussi qui se manifestent, qui rendent toujours tout instable? Est-ce que vous avez donné des directives particulières à vos acteurs ou est-ce qu'au contraire, c'est à partir des objets que vous allez laisser les jeux se faire, les flottements, les errances des acteurs aussi? Comment vous dire, avant de commencer à travailler avec eux vraiment, c'est-à-dire lundi, cet atelier d'une semaine, il y a une préméditation. Et ce que vous dites sur la mouvance et le flottement des identités, la mouvance de tout, du rêve, c'est le génie de Bulgakov que de dire que le rêve est un effondrement d'un monde comme la Russie a vécu, c'est la même chose. C'est tellement énorme, c'est tellement fou que ça, d'ailleurs, il le met avec beaucoup d'humour dans la bouche des personnages qui disent très régulièrement « Non mais j'ai rêvé ou quoi ?» Et oui, l'autre lui dit « Oui, je crois que vous avez rêvé. Là, je pense que c'est pas possible, c'est pas la réalité. » Mais la leçon de tout ça, c'est que quand même dans la guerre civile, qui est pour Bulgakov bien sûr le mal absolu, parce que c'est comme une espèce de carnaval grotesque où toutes les valeurs sont foulées aux pieds, où il n'y a plus que la brutalité qui l'emporte. C'est le plus fort dans sa brutalité, pas dans son intelligence qui l'emporte. Donc, et il n'y a plus aucune valeur. Donc c'est cette instabilité même morale qu'il dénonce. Mais après, bien sûr que il y a toute forme d'instabilité et du coup ça devient du théâtre. Parce qu'il n'y a qu'au théâtre qu'on peut si facilement changer d'identité, qu'on peut être un moine, puis un quart d'heure après être un officier d'état-major de l'armée de Wrangel, et puis un quart d'heure après se retrouver à Constantinople dans une fête foraine en jeune prostituée, et puis après, 20 minutes après, être dans un hôtel particulier à Paris, en robe de chambre, en train de jouer une partie de sa fortune, parce que toute la pièce est traversée par l'idée du jeu, donc du destin. Quand je vous dis que c'est très élaboré, c'est très élaboré. Et donc, bien sûr que ce travail sur l'instabilité, comme dans un rêve, où quand on rêve, on croit que c'est réel, et puis on va pour bouger, et tout s'échappe. Et ce que dit Bulgakov, c'est que nos vies sont ça aussi.
vous aimez quelqu'un, vous mettez absolument l'essentiel de votre existence dans cette personne qui devient, pour peu qu'on soit slave en plus, ça prend des dimensions hallucinées, mais vous pensez que cette personne, c'est le monde même. Et puis, tout d'un coup, au hasard, vous retournez la tête et vous voyez l'humanité, la fragilité ou la médiocrité de la personne. Et Bulgakov est sans arrêt dans ces différences d'échelle. Donc après, comment montrer ça? Eh bien, si je le savais à l'heure qu'il est, il va y avoir des choses qu'on va inventer sur le plateau. Mais je pense qu'elles n'auront de force que si pendant au moins un an et demi, on a prémédité ça. Alors après, avec les acteurs, il y a différentes conversations. Il y a des acteurs avec qui on échange des images, on échange des fragments de films, des phrases. Il y en a qui sont plus littéraires que d'autres. Avec Guillaume, qui est ici, on travaille beaucoup sur les images du spectacle. Donc, il y a des acteurs à qui je fais passer des images parce qu'ils en ont besoin. Ils viennent ici, certains. Il y a des gens qui habitent Marseille, donc ils viennent ici, ils viennent voir les accessoires. On prend un café ensemble, on en parle. Il y en a qui sont au contraire très, très discrets, très mystérieux. Et ce mystère m'aiguillonne. Je me dis, qu'est-ce qu'il est en train d'inventer? Qu'est-ce qu'elle est en train de rêver? Ça me met en appétit. Il y a autant de chimie qu'il y a d'acteurs. Après, il faut que toutes ces chimies n'en fassent qu'une et qu'on fasse la troupe. C'est pour ça qu'on a aussi de très bonnes méthodes de d'abord chanter ensemble. Jean Bellorini vient nous aider pour ça. On fait beaucoup de musique ensemble. Pour créer une espèce de corps commun. Après, vous parlez d'état mouvant et d'instabilité. C'est écrit comme ça. D'abord parce que ce sont des rêves, mais en plus, il y a au moins 24 personnages, je ne peux pas avoir 24 acteurs. Donc ils jouent tous plusieurs personnages. Et ils ont généralement beaucoup de plaisir. Comme il y a une majorité d'hommes, de personnages hommes, comme dans la plupart du théâtre de répertoire dans le monde entier, j'ai distribué des femmes qui jouent des rôles d'hommes. Voilà, en plus, ça donne toujours le travesti, et vice-versa aussi, j'ai toujours des hommes qui jouent des femmes. Mais justement, ce passage d'un genre à l'autre donne aussi quelque chose raconte cette instabilité, cette mouvance. Hein. Et puis en plus, c'est un tel plaisir au théâtre que de se dire, mais qui c'est ça? Mais voilà. Et pour les acteurs, c'est un vrai plaisir aussi, les actrices aussi. Hein. Jouer un homme quand on est une femme, les deux qui vont faire ça me disent combien c'est à la fois troublant, complexe, passionnant, excitant. Vous anticipez une question qu'on s'était posée en fait. Le général Tchernotta, c'est une femme au départ qui devient un homme, donc une femme enceinte qui se travestit pour échapper à... Alors ça, c'est une ruse de Bulgakov. Alors Bulgakov, c'est un romancier, donc quand il écrit Le Maître et Marguerite, les gens sautent par la fenêtre, traversent les murs, etc. Donc il s'amuse au théâtre. Après, quand c'est très concret, au fond, c'est un général. Il nous amuse, mais quand on lit la pièce, on se dit, mais qu'est-ce que c'est la métamorphose? Une métamorphose, c'est un général russe blanc qui s'est fait courser par les rouges, qui a sauté, qui a attrapé des papiers chez l'instituteur, et qui, arrivant dans un monastère où il vient se réfugier, il regarde, il dit « mince, j'ai pris des papiers d'une femme ». Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met sous un banc, il se met un édredon sur la tête ou ce qu'il trouve, et comme il a vu sur les papiers que cette femme attendait un enfant, hop, il se met là-dessous et il fait celui qui accouche, il fait celle qui accouche. Donc on a quelqu'un sous un édredon qui geint. Bon, et après, évidemment, les rouges arrivent, tout le monde risque sa peau, là, évidemment, il y a contrôle des papiers, puis quelque chose les préoccupe, ils s'en vont sans vraiment s'occuper de ces gens-là. Le gars sous son édredon, eh bien, il a passé le passeport, ça marche, il n'est pas inquiété, les rouges repartent, ils sont saufs. Mais donc, il sort de son édredon, et là, il n'a plus aucune raison de faire croire à tous les gens qui sont là, et aux rouges, qui est une femme. Donc il dit non, je suis le général Tchernotta. Donc d'où la métamorphose. Mais pensez bien qu'un Bulgakov qui dit qu'un général de l'armée blanche, c'est d'abord une femme enceinte, c'est à nous après arriver avec ça. C'est un véritable poète. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Golubkov et Sérafima, qui sont les deux civils assez jeunes amoureux dans l'histoire, les deux amoureux de l'histoire,
Ils ont des noms incroyables. Séraphima, bon, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de céleste. Golubkov, c'est l'anagramme de Bulgakov, c'est-à-dire que c'est vraiment comment dire, le symbole de l'écrivain avec le symbole de la Russie. Et cet écrivain qui veut absolument sauver la Russie, puisqu'il veut prendre Séraphima et la ramener à son mari, vous voyez, c'est le héros absolu. Dès qu'il est menacé par un gars des services secrets d'une aiguille, il signe une déposition qui condamne à mort Séraphima qu'il aime. Vous voyez, donc il y a aussi une autodérision et il y a quelque chose d'un autoportrait de l'artiste lui-même qui est idéaliste, qui pense qu'il va sauver son pays. Et c'était le cas, parce que les premiers révolutionnaires ont été aussi évidemment tués, massacrés dans cette Russie soviétique. Et tous ces intellectuels qui ont fait la révolution, qui ont imaginé et inventé la révolution, ont été les premières victimes de cette révolution. Donc Bulgakov a vu tout ça. Et donc il se projette lui-même comme intellectuel pusillanime dans la pièce. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est aussi un grand intellectuel, donc à chaque fois il y a plein de façons d'appréhender les personnages, et c'est ça aussi qui donne une immense liberté artistique, mais aussi une immense liberté du public, du spectateur, ce à quoi je crois beaucoup. Je pense que le théâtre, c'est un lieu où celle qui est dans la salle doit faire une partie du chemin. Je pense qu'il ne faut pas tout lui dire, je pense qu'il ne faut pas lui imposer quelque chose, il faut lui proposer quelque chose, et que l'imaginaire du spectateur m'intéresse tout autant que le nôtre. Il faut le laisser songer. Oui, voilà, exactement. Merci beaucoup, Masha Makeyeva. Je vous en prie.